Oh! En lisant les Éco-Weekends, j'ai appris qu'il allait y avoir un nouveau pays, l'île Bougainville, un territoire du Pacifique situé à un jet de pierre des îles Salomon, au nord-est de l'Australie, devrait devenir en 2027 le plus jeune pays du monde. C'est pas tous les jours qu'un nouveau pays fait son apparition. La dernière fois, c'était il y a 14 ans, quand on a coupé le Soudan en deux et que le Soudan du Sud a pointé le bout de son nez. Moi, quand j'entends ça, ça me donne super envie de faire des cartes. Mais surtout, je me pose plein de questions. Comment on fait pour devenir un pays? Qui décide? Sur quels critères? Combien y a-t-il de pays dans le monde? Tellement de questions. Alors cette semaine dans Plan Carte, on regarde la carte du monde avec l'œil rivé sur cette petite île du Pacifique et on se demande ensemble comment faire pour devenir un pays. Avant de se lancer, commençons par se poser la question basique mais essentielle, qu'est-ce qu'un pays? À première vue, c'est une question qui semble toute simple, mais en fait plus on s'y intéresse, plus on se rend compte que c'est compliqué, et ça, c'est mon genre de question préférée. En français, par abus de langage, on fait souvent l'amalgame entre un pays et un État. Sauf qu'en fait, un pays, ça peut être un territoire avec des limites très floues, comme quand on dit le pays de Cocagne, l'arrière-pays, ou avoir le mal du pays. Au final, ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est plutôt la définition d'un État. Regardons ce que dit la loi. En droit international, la définition de ce qu'est ou pas un pays a été fixée en 1933 durant la conférence de Montevideo. Montevideo, c'est pas juste ce qu'on me demande de faire sur Première une fois que j'ai terminé de filmer. C'est aussi la capitale du seul pays qui comporte 3 U dans toutes les langues, l'Uruguay. Lors de cette convention, on se met d'accord sur 4 critères pour définir ce que c'est qu'un État. 1. Être peuplé en permanence. 2. Contrôler un territoire défini. 3. Avoir un gouvernement. Et 4. Être capable d'entrer en relation avec les autres États. Cette définition, c'est un bon début, mais essayons d'aller un peu plus loin. Je veux dire, si on s'en tient à ces critères, la rédaction des Échos pourrait très bien être définie comme un État. Parce que 1. Elle est peuplée en permanence, même le dimanche et les jours fériés. 2. Elle contrôle un territoire défini, à savoir le 10 boulevard de Grenelle. 3. Elle a un gouvernement bicéphale, en les personnes de Christophe Jacobizine et Clémence Lemestre. Et 4. Elle est capable de rentrer en relation avec les autres États, en leur envoyant des lettres, ou des mails, ou même en criant simplement par la fenêtre. Clairement, c'est pas suffisant, alors il faut qu'on trouve d'autres critères, et là ça tombe bien, parce qu'il y en a plein. Je vous propose qu'on examine ensemble les critères qui pourraient permettre de faire pays. Et pour ça, j'ai sorti la grande boîte à critères et on va jouer ensemble au grand bingo des critères. Le grand bingo des critères! Et le premier critère auquel on peut penser, c'est... La langue. C'est vrai qu'en Espagne on parle espagnol et qu'en Italie on parle italien. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi des pays où on parle plusieurs langues. C'est le cas de la Belgique et de la Suisse, qui ont respectivement 3 et 4 langues officielles. Et puis il y a aussi des pays où on parle la même langue. Par exemple, au Brésil, on parle portugais. Alors c'est clairement pas le bon critère. Next. Les frontières. Alors oui, il en faut, mais c'est pas suffisant. La Bretagne a des frontières. Les arrondissements de Paris ou de Marseille ont des frontières. Ça en fait pas pour autant des États. Alors au suivant. L'hymne. Et oui, effectivement, tous les États ont leur hymne national. Tous, vous êtes sûrs? Non, il y en a un qui n'a pas d'hymne. Vous le connaissez? Allez, petit jeu, je vous laisse 3 secondes pour deviner. C'est Chypre. La partie sud de l'île utilise l'hymne grec et la partie nord utilise l'hymne turc. L'hymne national chypriote, lui, n'existe tout simplement pas. Par ailleurs, il y a aussi un hymne de la Ligue des Champions et un hymne de l'Union Européenne, et ça en fait pas pour autant des États. Alors next. Le drapeau. Alors oui mais non. J'ai pas trouvé de pays sans drapeau, mais des drapeaux sans pays, il y en a des tas. Comme par exemple Saint-Malo, le Pays Basque, l'Antarctique, la Réunion, Paris, Texas, la Californie, les Pirates, l'île de Pâques, les Canaries. Je m'arrête là, je pense que vous avez compris le concept. Le drapeau n'est pas un critère suffisant. Thank you. Next. La monnaie. Non, là ça fonctionne pas, il y a trop de pays qui partagent la même monnaie. Merci de me proposer des critères sérieux. L'armée. Ah, là on avance. Un pays en effet, ça veut et ça peut défendre ses frontières. Une armée, c'est un critère important. Sauf qu'il existe des pays qui n'ont pas d'armée, comme par exemple Andorre, le Costa Rica ou l'Islande. Et il existe même des armées sans pays, comme les casques bleus. Donc c'est toujours pas le critère. Bon, vous avez compris l'idée. On peut sortir tous les critères qu'on veut. Le nom. Les institutions. L'équipe de foot. Il n'y en a aucun qui est suffisant en soi. Parce que le seul et unique critère qui importe, c'est ce que je vais appeler l'acquiescement international. C'est un terme que j'ai inventé et je suis assez fier. Parce qu'en gros, si vous voulez être un État, il faut nécessairement que les autres États vous reconnaissent comme tel. Mais alors du coup, qui décide?
Le grand décideur des pays du monde, sur lequel on s'est toutes et tous mis d'accord, c'est l'Organisation des Nations Unies, plus connue sous son petit sobriquet de l'ONU. C'est elle qui décide et qui tient à jour la liste officielle des pays. Actuellement, la liste des membres de l'ONU compte 193 États. Mais en fait, encore une fois, c'est un peu plus compliqué que ça. Et la preuve, c'est que sur la couverture des Éco-Weekends, on dit que l'île Bougainville va être que 198e. Donc clairement, il y en a 4 qui se sont perdus en chemin. Ces 4-là, ce sont des États qui ont été reconnus par l'ONU, mais qui n'en sont pas membres. En clair, le videur de l'ONU les a pas laissés rentrer, mais il a quand même reconnu qu'ils existaient. Il s'agit du Vatican, de l'État de Palestine, des îles Cook et de Niue, une petite île du Pacifique. J'espère que ça se prononce comme ça. Donc même l'ONU fait des exceptions à sa propre liste. Je vous avais prévenu que plus on regardait, plus ça se compliquait. Par ailleurs, si on s'intéresse de près à cette liste, on repère une autre complication et pas des moindres. Ce sont les États membres qui ne reconnaissent pas d'autres États membres. Et ça, il y en a toute une flopée. Par exemple, la Corée du Nord n'est pas reconnue par la Corée du Sud ni par le Japon. La Corée du Nord ne reconnaît d'ailleurs pas la Corée du Sud, et la Chine n'est pas reconnue par 12 États membres. La plupart choisissent de reconnaître Taïwan. Israël, quant à elle, n'est pas reconnue par 21 États membres. Chypre n'est pas reconnue par la Turquie, et l'Arménie n'est pas reconnue par le Pakistan. Bref, c'est quand même un sacré bin cette histoire de pays, vous trouvez pas? Au final, ça dépend pas mal d'à qui on pose la question. Pour l'ONU, c'est 197 donc, et bientôt 198. Pour le comité olympique, par exemple, c'est 206. Dedans, il y a Guam, mais il n'y a pas la Russie. Pour la FIFA, c'est 211, dont pas mal qui ne sont pas des pays, comme les îles Féroé, l'Angleterre, l'Écosse ou le Pays de Galles. Et oui, ce ne sont pas des pays, eux, ce sont des nations. Le pays, c'est le Royaume-Uni. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge. Et ça, c'est aussi parce que la notion d'État a beaucoup évolué avec le temps. Au commencement, il n'y avait pas de pays. Il y avait des tribus ou des nations qui n'avaient pas vraiment de frontières précises. Et là, on est vraiment sur un terme important, parce que parler des États, c'est aussi parler des frontières. Et pendant longtemps, le concept même de frontière était plus proche de la zone tampon que du trait précis et limitant. Durant des siècles, les entités politiques n'ont pas du tout eu pour but d'être figées dans l'espace, alors que c'est totalement le cas pour un pays aujourd'hui. Un pays se reconnaît par sa silhouette. Si je vous montre l'Italie ou la France, bam, vous les reconnaissez directement. Alors que pour Napoléon ou pour Louis XIV par exemple, le but d'un pays, c'est que sa silhouette soit la plus fluctuante et grande possible, quitte à guerroyer pendant des décennies s'il le faut. On se fiche pas mal de sa forme exacte. Totalement l'inverse d'aujourd'hui. Regardons ensemble le planisphère politique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Chacune de ces frontières a un âge, et on n'a jamais autant tracé de frontières que dans les 2 derniers siècles. Dans l'Atlas des frontières, publié en 2016 aux éditions des Arènes, les 3 auteurs, Delphine Papin, Bruno Tertrais et chez Martine Laborde, ont pris la carte du monde actuel et ont défini 6 grandes étapes dans la création des frontières et donc des pays. Regardons ensemble ce que ça donne. Étape 1, avant 1800, les frontières se comptent sur les doigts de 2 mains. Étape 2, au 19e siècle, c'est le premier âge d'or des frontières, on découpe le monde sur tous les continents et les nouveaux pays se multiplient. Étape 3, début 20e, l'apogée des empires coloniaux crée encore de nouvelles frontières, principalement en Afrique et en Amérique du Sud. Puis viendra l'étape 4, celle de la décolonisation, toujours très localisée sur la carte. Après 1945, c'est l'étape 5, celle de la guerre froide. On découpe surtout en Europe et au Moyen-Orient. Enfin, la dernière étape, c'est celle de l'éclatement du bloc de l'Est autour de feu l'URSS, en Europe et en Asie. Aujourd'hui, le monde n'a jamais compté autant de frontières et de pays. La mode est au découpage plus qu'à l'unification. Et le prochain nouveau venu, l'île Bougainville, nous fournit un bon exemple pour illustrer tout ça. L'île Bougainville est située à l'autre bout du monde, mais elle porte un nom français. C'est que le premier Européen à l'avoir aperçu était un Français, Louis-Antoine de Bougainville. Louis-Antoine est né et mort à Paris, mais entre-temps, il a eu le temps de faire tout un tas de dingueries, et notamment le premier tour du monde commandité par le gouvernement français. Il a laissé son nom à un arbuste et à cette île, sur laquelle il a débarqué avec son équipage le 30 juin 1768. Depuis, personne n'a laissé les populations locales tranquilles. L'île est d'abord annexée par les Allemands, qui l'intègrent à leur empire colonial en 1899. À peine 20 ans plus tard, au sortir de la Première Guerre mondiale, les Australiens se l'approprient et la gardent dans leur giron jusqu'en 1975. Cette année-là, la Papouasie-Nouvelle-Guinée obtient son indépendance et l'Australie y rattache Bougainville. Une idée assez saugrenue et qui tient pas compte du tout des populations locales. La capitale, Port Moresby, est quasiment 1000 bornes plus à l'ouest et l'île n'a ni les mêmes langues, ni la même culture.
Elle est d'ailleurs culturellement plus proche des îles Salomon, situées à peine quelques kilomètres. On est là sur un conflit assez classique entre État d'un côté et nation de l'autre. Donc les habitants de l'île Bougainville se sentent logiquement floués une nouvelle fois. Une guerre éclate en 1989 et elle fera 20 000 victimes jusqu'au cessez-le-feu signé en 1998. En mars dernier, Bougainville a décidé de fixer son indépendance au 1er septembre 2027 à la suite d'un référendum qui s'était tenu en 2019 et au cours duquel 98% de la population s'était exprimée en faveur de l'indépendance. Il faut maintenant que Bougainville complète son grand bingo des critères, avec notamment une constitution, des relations diplomatiques et une monnaie. Ensuite, ce sera l'indépendance, permise notamment par les ressources économiques dont l'île pourra profiter. On estime en effet que son sous-sol contient 400 tonnes d'or et surtout 5 millions de tonnes de cuivre. Ses eaux territoriales, elles, abritent 6% du stock mondial de thon. Et c'est là un des derniers critères pour devenir un pays, l'autonomie économique. Sans ressources, point de pays. Mais de ce côté-là, Bougainville est plutôt tranquille. Quand Bougainville sera indépendante, il y aura un pays de plus en B pour le petit bac. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. D'ailleurs, vous saviez qu'il n'y avait que 3 pays qui commençaient par D. Le Danemark, bien sûr, mais vous connaissez les 2 autres ?